de Puis leadership. toi, tu en as rencontré beaucoup quand même d'athlètes sportifs et des leaders. Qu'est-ce qui les différencie, qui les caractérise par rapport à Monsieur Tout-le-Monde? Le trait d'union, tu partages souvent dans tes écrits, tout ça. Le trait d'union de ces leaders-là, c'est... Ce qui fait en sorte que les gens qui ont du succès, l'essence même de ça, c'est l'estime de soi. Bon point. Souvent, ces gens-là ont une bonne estime d'eux-mêmes, puis ont une confiance dans ce qu'ils font, dans leurs moyens. La confiance, c'est le contraire de l'arrogance. En fait, c'est pas du tout pareil. La confiance, c'est intérieur à moi. C'est intrinsèque. Donc, c'est en dedans de moi que j'ai confiance. L'arrogance, qui est une ligne mince, c'est lorsque c'est à l'extérieur de moi, c'est pour le démontrer aux autres. C'est pas nécessaire. Ma confiance, elle est intérieure. Donc, quand j'ai confiance, c'est quelque chose que les gens vont ressentir autour de moi. Pas quelque chose que j'ai besoin de dire. Si je suis assis à côté de toi, Perry, puis que tu as quelqu'un qui a confiance en lui, qui a une bonne estime de lui, premièrement, tu vas être tourné vers les gens. Mm-hmm. C'est pas ton ego qui compte. C'est qu'est-ce que je peux faire pour vous. Donc, si on sait que réussir, c'est servir, la première chose que je dois faire, c'est me tourner vers toi. Tu sais, comment je peux t'aider? Puis en t'aidant, je m'aide. Si on comprend ce principe-là, si les gens sont des coachs, les gens sont des leaders, s'ils sont des conférenciers, s'ils sont des auteurs, c'est pas à toi que tu écris le livre. C'est pas à toi que tu fais une conférence. C'est pour les autres. Mais quand tu le fais aux autres, ça te revient un miroir tellement plus gros que ces gens-là t'aident à réussir. Donc, réussir, c'est servir. Plus je sers, plus je réussis. Puis quand tu abordes l'aspect confiance, donc ça se développe comment la confiance? En donnant, en contribuant, puis en se faisant des défis, des challenges. Parce qu'un bon coach est là, comparativement au psychologue traditionnel qui va gratter le bobo, comme on dit, aller chercher on a besoin de ça. On a besoin de ça on aussi. A besoin. Si j'ai un besoin puis je suis mal à l'aise ou je suis malade, j'ai besoin de faire ce ménage-là. Puis j'ai besoin d'un professionnel faire ça. Puis les gens doivent être conscients de leur place à eux. Donc, on ne commence pas à jouer au psychologue lorsque c'est pas notre formation. On ne devient pas un médecin parce que c'est pas notre place. Chacun a sa branche. Et la branche de la performance, c'est une branche de plus de se fixer des objectifs. Voici ce que j'ai à faire. Et ça, qui est le coach. Qui est le coach. Le coach qui est la distinction par rapport à la psychologie. Exactement. Je ne suis pas en relation d'aide. Je suis en train, en ce moment, de dire, voici, je pense que si tu fais ça, ça peut fonctionner. Et les gens qui viennent vers vous à ce moment-là ne doivent pas être des personnes qui sont en détresse et qui ont besoin d'aide. Si c'est ça, soyez assez humble pour savoir que voici où s'arrêtent mes compétences et de référer à des gens qui vont pouvoir aider cette personne-là. D'abord. Après, lorsque je serai bien et je serai heureux, bien là, je ferai du coaching, j'irai vers quelqu'un. Mais après ma barre, si c'est un problème que j'ai besoin d'être aidé par un psychologue, il faut absolument référer à ces psychologues-là qui vont traiter la personne, vont l'aider à cheminer, puis aller plus loin. Et après ça, ils feront plus avec ce qu'ils sont au moment où ils seront prêts. Mais pas avant ça. C'est ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. Parce que le coach n'est pas là pour jouer au sauveur. Non. Puis ni le psychologue, en quelque part, mais ça, c'est une autre chose. Mais une fois qu'admettons que c'est établi que la personne est quand même saine, normale, là, pour développer la confiance... Comment je fais? C'est ça ta question. Oui. La première chose, c'est j'ai 3 types d'évaluations à faire. Ma première évaluation, c'est l'évaluation de mon estime de moi. Donc, une estime, si je fais l'estimer d'un auto, c'est une valeur que je donne à cette voiture-là. Chaque être humain se compare constamment. On est toujours en train de comparer. Voici, j'ai ça, lui, il a ça, moi, j'ai fait ça, je suis ça. Les gonflables, les voisins. On fait tout ça, puis même dans peu importe ce qu'on fait, on est conférencier, on compare aux autres conférenciers, on écrit un livre, on compare combien de livres j'ai vendus comparativement à toi. On est toujours en train On est des humains. Oui, on se compare. C'est ça. Donc, mon évaluation de moi, c'est l'estime que je me donne à moi. Donc, quelle est la valeur que je me donne? Ça, c'est la première base. Et je dois me donner une valeur la plus grande possible. Pas sur mon ego, mais sur ce que je suis, ce que je peux apporter, ce que je peux faire, qui est à l'intérieur de moi. Cette estime-là, elle ne doit pas être ébranlée par des événements extérieurs, mais parce que je suis profondément. Le deuxième point, c'est comment je développe ma confiance. La confiance pour moi, et c'est ma façon à moi de voir les choses, c'est l'évaluation d'une tâche à faire. Est-ce que je suis capable de faire ça? Donc, cette tâche-là qui est à faire, si j'ai confiance en moi, je sais que je suis capable de le faire.
Si j'ai pas confiance, je me dis, ah, je serais pas capable de faire cette tâche-là. Donc, c'est la tâche que j'ai évaluée à partir de ma confiance. Si j'ai confiance que je peux réussir la tâche, donc ma confiance est plus grande que la tâche, puis j'y vais. Les gens souvent entendent dire « Oh, c'était un excès de confiance ». On voit ça dans le monde du sport, un excès de confiance. Moi, personnellement, je n'y crois pas à l'excès de confiance. Et je t'explique pourquoi, Perry. Et c'est important, ce point-là. Ouais. Si tu es avec moi et que je veux t'aider à bien performer, je vais dire, Perry, je sais que tu es capable. Regarde le passé, regarde ce que tu as fait à date, c'est fantastique. Si tu te rends compte comment tu es un bon athlète, un bon homme d'affaires, un bon entrepreneur, un bon conférencier, wow, moi je crois en toi énormément. Je pense que si tu croyais en toi, autant que moi je crois en toi, tu vas réussir. Ouais. OK, c'est ce que je viens de te donner. La personne répond, ah oui, là, maintenant, j'ai vraiment confiance en moi. Là, j'ai tellement confiance que là, je vais... Ah non, là, ça va être facile. Là, je n'ai personne qui ne va pas me résister. Là, je me dis, oh, j'en ai mis trop de la confiance. Faudrait que je l'enlève. Comment je fais pour enlever ça? Ah, tu sais, Perry, t'es bon, là. T'es bon, là, mais t'es pas si bon que ça, là. Reviens ça à terre. Je fais quoi? Pas trop les bretelles. J'enlève ça comment? Non, quand je te donne, je veux te donner confiance, je t'en donne le plus possible. Maintenant, si tu fais ça, tu te dis, tu sens qu'il y a un excès de confiance, pas un excès de confiance, c'est un manque de respect, soit de l'adversaire que tu devras confronter si c'est dans un sport, ou soit de la tâche à accomplir si c'est parce que tu veux réussir quelque chose. Si j'ai un respect de la tâche à accomplir, je me prépare en conséquence. J'ai un respect de ce que j'ai à faire, donc jamais je sous-évalue la tâche. Quand je sous-évalue la tâche, je me place au-dessus, et là, je risque de manquer mon coup. Donc, c'est pas que j'ai un excès de confiance, c'est que j'ai mal évalué la tâche. En disant, ah, ça va être facile, ça va être correct. Et là, je fais quoi? Je me prépare pas convenablement. Et je manque mon coup. Mais si j'ai respect de la tâche, si j'ai respect de mon adversaire, je me prépare en conséquence et je sais que c'est important ce que je devrais faire. Donc, à ce moment-là, j'ai énormément confiance, mais je sais qu'il y a un certain risque et il faut le garder. Une fois, Ginette Renault, elle aidait des gens qui étaient dans un concours de chant. Puis après le concours, les gens sont venus lui parler. Puis une personne qui disait « J'étais nerveuse de chanter devant vous, Madame Renault, vous savez, vous êtes une grande chanteuse. » Et c'est normal d'être nerveux, c'est normal d'avoir certains tracs. Puis à un moment donné, il y a une jeune fille qui dit « Ah, j'étais pas nerveuse du tout, je chantais, ça allait bien, ça m'a pas énervé du tout, du tout. » Et Ginette a dit « T'étais pas énervé, t'as pas le trac, rien. » Non, zéro trac, zéro nervosité. Ginette a dit, c'est pas grave, le trac et la nervosité, ça vient avec le talent. Donc, ça veut dire que le trac, la nervosité, fait partie intrinsèque de mon talent, de ce que je suis. Autrement donc, c'est dit, normal de vouloir bien faire, puis d'être nerveux. Moi, ce qui me fait peur, c'est un athlète qui n'est pas nerveux, qui n'a pas ce niveau-là. De tension. C'est normal. Qu'on a devant la caméra un petit peu en passant. Il faut l'avoir. Ouais, parce que si je ne l'ai pas, je vais baisser mes gardes. Exact. Et là, c'est là que je vais avoir une mauvaise surprise. C'est un bon point. Là, on déroge. Là, on n'a pas fini la confiance, mais ça m'amène à penser la fameuse zone de confort. Souvent, les coachs encouragent de sortir de la zone de confort. Oui. Donc, ça fait appel un peu... Ça fait partie à ça. C'est sur la tension. Quand tu es trop confortable, tu n'as plus de tension, il n'y a pas de dépassement de soi. Vous allez voir quelqu'un qui a réussi, là, qui vient de gagner quelque chose, puis ensuite, les performances diminuent. C'est justement cette partie de croire qu'on est rendu. Il prend pour acquis. Oui. Les gens qui conduisent une voiture. Je parlais avec Bertrand Godin, qui est un grand ami à moi, qui est justement le salon de l'auto en ce moment. Puis Bertrand me disait, tu sais, conduire une voiture, il faut toujours rester vigilant. Mais quand ça fait longtemps qu'on conduit, ça devient automatique. Et les gens, quand ils ont un accident, c'est souvent près de chez eux. Pourquoi? Parce que, je suis quasiment rendu, là. Donc, je ne suis plus aussi vigilant. Ben, les gens, c'est dans le sport, dans le monde des affaires, c'est quand ils sont vraiment près du but, ils disent je suis quasiment rendu, j'ai réussi. Là. Merci, bonsoir. Du moment où tu crois que tu es rendu, ben tu as une mauvaise surprise. Puis le but du coach est toujours de ramener des nouveaux objectifs, des nouveaux défis pour toujours aller à un autre niveau. Puis tantôt, tu abordais donc l'excès de confiance, puis il n'y avait pas un troisième point. Oui. T'es pas mal bon. Oui, ben merci. Moi, t'es pas mal bon. Je voulais voir si tu allais t'en souvenir. Le troisième point, Perry, c'est la partie où c'est l'image de moi. Ouais. Donc, l'estime de moi, la confiance en moi et mon image, l'image de moi. L'image de moi, c'est ce que les gens pensent de moi, l'évaluation qu'ils en font. Mais l'image que moi, j'ai de ce que les autres font de moi, c'est celle que moi, j'évalue d'eux. Quand les gens me disent « Je sais pas comment je suis perçu »,
OK. Donc, si je sais que les gens, comment ils me perçoivent, l'image que j'ai de moi, mais si j'ai peur que, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser? Je vais-tu avoir l'air de... non, je vais pas me faire juger. Et là, à ce moment-là, j'y vais pas. Donc, ça m'empêche d'évoluer. Mais en sachant que l'image que j'ai de moi, que les autres se font de moi, plus elle est près de ce que je suis vraiment, plus elle est en synchronisée avec ce que je suis, plus je serai heureux. Parce que les gens ont vraiment l'authenticité de ce que je suis. C'est ce que j'aimerais. C'est ce que tout le monde on voudrait bien. Mais on a peur. La majorité des gens, leur plus grande peur, c'est de parler en public. Puis là, on s'adresse à des gens qui font des conférences ou qui vont être des coachs, ça. C'est la plus grande peur, effectivement. La plus grande peur des gens, de parler en public. Pourtant, qu'est-ce qui est dangereux de parler en public? Absolument rien. Ben, c'est des peurs de manquer, d'oublier ses paroles, Qu'est-ce qui d'avoir peut être l'air dangereux? ridicule. C'est ça. Donc, d'avoir l'air ridicule. Ouais. D'avoir l'air ridicule, c'est quoi? C'est l'image de moi? Ouais. Que les autres ont de moi? Mm-hmm. Mais du moment où je laisse mes gardes à terre, puis je dis, les gens, ils se feront l'idée qu'ils veulent de moi, mais je vais essayer d'être le plus authentique de ce que je suis. Puis j'espère qu'ils vont m'aimer pour ce que je suis. La crainte tombe. Mais c'est difficile de faire ça. Donc, en quelque part, c'est pas vrai le fameux adage qui dit moi, je m'en fous, qu'est-ce que les gens pensent. Est-ce que ça existe quelqu'un... Alors, ceux qui disent ça, c'est ceux qui s'en foutent le moins. Qui s'en font le plus. Oui. S'en font le plus. Ceux qui disent je m'en fous ce que les autres vont penser de moi, c'est parce que c'est l'inverse. Personne ne se fout ce que les autres pensent de nous. Si tu fais ça, c'est que tu n'as pas de respect pour que les autres non plus. Donc, tu vas commettre des choses qui vont être à l'encontre de la personne. Tu vas peut-être faire certains crimes même. Hein? Tu te fous du reste de la société. Il y a des règles, tu sais, ça devient... Système, oui, mais si j'ai un respect pour toi, un respect pour moi, j'ai un respect pour la nature, j'ai un respect pour les animaux, j'ai un respect de ce que j'ai comme chance d'être vivant, c'est un miracle. On est arrivé ici par miracle, là, parce que c'est un œuf d'un sperme, puis il y en a je sais pas combien de milliards, puis paf, on est là. Le seul qui te roule Et le chemin. bang! Ça a fait ce qu'on est. Wow! Ouais. Et en même temps, sur mon chemin, j'ai la chance, l'honneur de te rencontrer. C'est réciproque. Je suis tellement privilégié, tu peux pas savoir comment je me sens. Tu comprends? Ouais. Si je partage ça avec toi, on a un lien, puis pour toujours, je vivrai dans ton cœur et dans ta tête. Parce que tu parleras de moi à d'autres personnes, dire « Hey, wow, Sylvain m'a partagé telle chose, je trouve ça le fun. » Puis les autres vont me partager d'autres choses aussi. On ne vit que dans la tête et le cœur des gens. Alors, j'ai vraiment cette conviction-là que plus je peux être en lien avec ces gens-là, mais en même temps, Perry, il y a de quoi d'important que je veux dire. Vas-y. Quand on est conférencier, quand on écrit des livres, quand on s'adresse ou on s'attarde à l'être humain, dans les problèmes qu'on peut avoir, de l'anxiété, de la dépression, si moi j'ai écrit sur ça, j'ai écrit de performer, sur se prendre en main, essayer de faire de quoi, c'est parce que j'ai ces problèmes-là. Je suis pas ici en train de dire aux gens, hey, moi, là, je suis au-dessus de mes affaires. Non, c'est le contraire. Ouais. Si j'ai le besoin de vous partager ça, c'est parce que moi, je me suis questionné. Si j'avais le bonheur inné, si j'avais la facilité de réussir tout ce que j'entreprends, si j'avais pas forcé pour faire ce que je fais, j'aurais aucune idée de vous en parler. Je me dirais, tout le monde a ça facilement. Mais si je vous parle de ces problèmes d'anxiété-là, de dépression, d'être moins bien, c'est parce que c'est moi le plus malade de la gang. C'est normal. Si je vais si je vais dans une rencontre de AA ou je vais dans des places, c'est que je veux une histoire de gens qui ont passé à travers les mêmes étapes, les épreuves que moi aussi. Donc, si tu fais ce que tu fais, je suis certain que ta vie n'a pas été si facile que ça tout le temps. Puis c'est tout le monde la même chose. Sinon, on n'aurait pas ce sentiment de gratification, valorisation. Mais non. C'était facile de réussir, tout le monde réussirait. Si c'était facile de ne pas être malade, il n'y aurait pas 70% des gens qui ont déjà pris des antidépresseurs, des anxiolytiques. Si c'était facile, si la vie était facile, elle ne serait pas belle. Elle n'est pas la facile, vie est belle le challenge. Parce qu'elle n'est pas facile. Exact. La vie est belle parce qu'elle est courte. La vie est belle parce qu'on ne sait pas quand elle va nous être enlevée. La vie est belle parce que c'est pas toujours la même chose. Si à chaque jour, on se levait de notre vie, puis que ce soit comme le jour de la marmotte. Vous avez vu le film? Oui. À chaque jour, c'est la même chose. Hey, mon Dieu, la vie serait plate, puis je ferais une dépression au bout de quelques mois. Ouais. La raison pourquoi elle est belle, c'est parce qu'elle est challenging. Il y a un défi à la vie. Un défi
qu'à chaque jour, je me lève en disant, aujourd'hui, je vais me faire des nouveaux amis. Je connaissais pas Patrick qui est là-bas à la caméra, je te connaissais presque pas, Perry, mais je pars avec 2 nouveaux amis. Ma journée est faite. Puis la vie devient comme un jeu, comme un sport. Dans le fond, il y a des règlements, mais il y a un challenge, il y a des défis, puis tu veux toujours t'améliorer, tu veux toujours là pour t'améliorer. Tu me fais penser à un point bien important parce que dans la définition du message, qu'on parle beaucoup de la fabrique à leader, c'est l'histoire personnelle qui caractérise, qui distingue l'expert de Monsieur Tout-le-Monde. C'est pas comme tu disais si bien tantôt, c'est pas quelqu'un qui est plus haut que les autres. Non. C'est juste quelqu'un qui a vécu des épreuves difficiles, des étapes difficiles, mais il a cherché, il a testé des outils, il a trouvé des éléments déclencheurs qui ont permis d'apporter un message unique. Puis il veut surtout les partager. Exactement. Puis plus tu le partages, c'est évident que ça te le fait revivre, puis ça t'amène à toi, dans ton puis message. à aider les autres. Exactement.